En 1994, un résident de Riverside, en Californie, a été admis à l'hôpital général de Riverside, souffrant de fortes palpitations cardiaques. Elle était extrêmement confuse et présentait des troubles respiratoires anormaux. Le personnel médical lui a administré une injection de sédatif pour ralentir son rythme cardiaque, sans effet. Lorsque le personnel a tenté de défibriller la patiente, il a découvert une substance huileuse recouvrant son corps et une odeur d'ail provenant de sa bouche. Alors que l'infirmière tentait de prélever du sang à la patiente, elle remarqua une forte odeur d'ammoniac provenant du site de ponction. La situation est devenue encore plus étrange lorsque le personnel médical soignant la patiente a commencé à se sentir étourdi, nauséeux et à s'évanouir en étant à proximité de la patiente. Alors que les membres du personnel médical tombaient dans les pommes ou tombaient malades les uns après les autres, l'hôpital a évacué le service et a forcé le personnel à attendre sur le parking à l'extérieur de l'hôpital. Quelques heures plus tard, après que 23 personnes soient tombées malades et que 5 aient été gravement hospitalisées, la patiente a été déclarée morte. Merci. La chimie est une matière fascinante. C'est essentiellement l'étude de la façon dont les atomes et les molécules changent. Le lithium, par exemple, est un métal alcalin argenté. C'est le principal ingrédient actif dans les batteries électriques. Pourtant, ajoutez-lui quelques atomes de carbone et vous obtenez le stabilisateur de l'humeur le plus utilisé au monde. Pour moi, c'est fascinant. La chimie est le fondement de toute la science moderne. Sans la chimie, nos Deutsch et Hydroanx, nous ne pourrions pas mesurer avec précision les médicaments, étudier combien de temps ils restent dans notre organisme, ni quels sont leurs effets. Sans la chimie, nous ne pourrions même pas fabriquer les médicaments en premier lieu. La chimie est une matière fascinante. Une patiente de 31 ans atteinte d'un cancer, originaire du quartier Riverside à Los Angeles, est admise à l'hôpital général de Riverside pour des problèmes cardiaques graves, une confusion générale et des schémas respiratoires inhabituels appelés respiration de Cheney-Stokes, dans lesquels la patiente saute essentiellement certaines respirations, ce qui entraîne une accumulation accrue de monoxyde de carbone, 2, dans l'organisme. En réponse, le corps hyperventile alors pour diminuer cette accumulation de monoxyde de carbone, 2, ce qui relance le processus. Cette femme s'appelle Gloria Ramirez. Le personnel médical a administré une combinaison de diazépam, de midazolam et de lorazépam pour ralentir son rythme cardiaque et le ramener à un rythme plus normal. Ainsi, les ventricules cardiaques pouvaient se remplir correctement et pomper à nouveau le sang dans son organisme. C'était la pratique standard pour un patient présentant ces symptômes. Ces médicaments agissent donc très rapidement et lorsqu'ils sont administrés par voie intraveineuse, on devrait observer une diminution du rythme cardiaque vers un niveau plus normal en quelques minutes. Après qu'il soit devenu évident que les médicaments n'avaient aucun effet, la décision a été prise d'utiliser un défibrillateur pour choquer le cœur et rétablir un rythme plus normal. En ouvrant la chemise de Gloria pour dégager la zone pour les palettes, le personnel a remarqué un résidu gras à la surface de sa peau et certains membres du personnel ont noté ce qu'ils pensaient être une odeur fruitée ou d'ail provenant de sa bouche. Juste après avoir utilisé le défibrillateur, l'infirmière Susan Kane a tamponné le bras de Gloria et a prélevé un échantillon de sang. Alors qu'elle remplissait la seringue avec le sang de Gloria, l'infirmière Kane a dit que le sang avait une forte odeur chimique. Elle a tendu la seringue à Maureen Welch, une thérapeute respiratoire qui essayait d'aider à rétablir la respiration de Gloria à un rythme normal. Lorsque Welch a pris la seringue, elle a senti une odeur chimique inhabituelle et a essayé d'en trouver la source.
Welch a déclaré « Je pensais que ça sentirait la chimiothérapie, parce que Gloria avait un cancer, comme l'odeur putride du sang chez les personnes qui prennent certains de ces médicaments. Au lieu de cela, ça sentait l'ammoniac. » Elle a passé la seringue à la résidente, la docteure Julie Gorginski, qui a remarqué que le sang contenait d'étranges particules couleur manille en suspension, ce que le docteur responsable, Umberto Ochoa, a également confirmé. Peu de temps après avoir senti l'odeur du sang contaminé par des produits chimiques, l'infirmière Kane s'est alors sentie chancelante, a vacillé, puis s'est effondrée au milieu des urgences, le docteur Ochoa la rattrapant dans sa chute et guidant son corps jusqu'au sol. Kane a dit qu'elle avait l'impression que son visage brûlait lorsqu'on l'a installée sur un brancard et qu'on l'a sortie de la salle des urgences. À peine Kane avait-elle été évacuée que la docteure Gorchinski s'est plainte de vertige et a quitté la pièce pour s'asseoir au bureau des infirmières. J'ai demandé à l'infirmière de poser une perfusion et à peu près au même moment, j'ai senti, vous savez, de l'ammoniac. Pour moi, c'était de l'ammoniac. Et j'ai fait une remarque du genre, c'est vraiment une odeur d'ammoniac très forte. Et à ce moment-là, j'ai un peu senti que j'allais m'évanouir. Alors, je me suis déplacée de l'autre côté du lit pour m'éloigner des vapeurs. Remarquant qu'une collègue avait l'air un peu mal en point, l'une des infirmières a demandé au docteur Gorchinski si elle allait bien. À ce moment-là, Gorchinski s'est effondré et s'est évanoui. Je me souviens seulement de m'être réveillée alors qu'on m'aidait à respirer avec un masque. Elle a également été placée sur une civière où elle convulsait par intermittence et respirait rapidement avant d'arrêter pendant de longues périodes, puis de reprendre à nouveau une respiration rapide, selon un schéma très similaire à celui de Gloria. De retour à New York, Maureen Welch s'est également évanouie, déclarant « Je me souviens avoir entendu quelqu'un crier, puis je me suis réveillée. Je ne pouvais pas contrôler les mouvements de mes membres. Un par un, de plus en plus de membres du personnel ont commencé à tomber mystérieusement malades après avoir soigné Gloria, et le docteur Ochoa a ordonné à tout le personnel d'évacuer les patients vers le parking, craignant une sorte de toxine aéroportée. Dehors, sur le parking, Kane et Gorchinski continuant à convulser et à avoir une respiration irrégulière, tandis que le reste du personnel se déshabillait jusqu'à leurs sous-vêtements pour tenter de réduire l'exposition à d'éventuelles toxines. Une autre infirmière nommée Sally Balderas est retournée dans le bâtiment pour déplacer Ramirez en isolement, et peu de temps après, elle a commencé à vomir et à se plaindre d'une sensation de brûlure sur la peau. Peu de temps après, elle a également été placée sur une civière pour recevoir des soins. Malheureusement, l'équipe médicale n'a pas pu sauver Gloria, malgré tous ses efforts, et elle est décédée. Avec le personnel qui s'évanouissait à un rythme effrayant, une équipe spécialisée en matières dangereuses a été appelée pour enquêter et soit éliminer la toxine, soit l'écarter. Après avoir passé 90 minutes à l'intérieur de l'hôpital, ils sont ressortis et ont annoncé qu'il n'y avait aucune présence de toxine dans l'enceinte de l'hôpital. La patiente étant décédée et l'hôpital ayant été déclaré sûr, le personnel est retourné dans l'établissement, les membres malades ont été pris en charge et Gorchinski a été transférée en soins intensifs, où elle est restée pendant 2 semaines et a développé une hépatite, une nécrose vasculaire au genou, et a été contrainte d'utiliser des béquilles pendant 9 mois. Le bureau du coroner s'est alors retrouvé face à la tâche ardue de pratiquer une autopsie sur un corps qui avait empoisonné 24 membres du personnel et laissé une personne nécessitant des béquilles pendant 9 mois. L'équipe du coroner a placé le corps de Gloria dans une pièce hermétiquement scellée et a porté une combinaison de protection complète pour examiner le corps et pratiquer une autopsie. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur était quelque peu surprenant. Aucun signe évident d'infection ou de problème. Ils ont pu conclure que Gloria est décédée d'une insuffisance rénale, qui elle-même était due à un cancer à un stade avancé. Ils ont ensuite prélevé des échantillons de tissu et de sang et les ont envoyés à un centre de sciences médico-légales pour analyse. Au laboratoire, les techniciens ont soigneusement chauffé les échantillons pour permettre au gaz de s'échapper, puis ils ont pu les capturer et les analyser. Mais les seuls gaz dégagés par les échantillons étaient l'azote, l'oxygène, le dioxyde de carbone et l'argon. La seule chose présente à l'intérieur des échantillons était de l'air.
Après que ce test n'ait donné aucun indice sur ce qui s'était passé, il a placé l'échantillon dans un chromatographe en phase gazeuse pour des analyses supplémentaires, et les résultats ont révélé des informations inhabituelles. Le premier produit chimique inhabituel présent dans l'échantillon, bien qu'en petite quantité, était l'amine. Ceci est un dérivé de l'ammoniac et c'est probablement ce qui a causé l'odeur inhabituelle que les infirmières ont remarquée. L'amine était probablement un déchet, sous-produit de la dégradation par son corps d'un médicament anti-nauséeux qu'elle utilisait, appelé Tegen, qui a également été retrouvé dans son organisme. Le deuxième produit chimique inhabituel était quelque chose appelé nicotinamide, qui est une vitamine B essentielle au fonctionnement quotidien de tous les organismes sains. Les quantités étaient légèrement élevées, ce qui rendait cela un peu inhabituel. La nicotinamide est également un agent amplificateur utilisé dans la production de méthamphétamine pour augmenter le volume du produit, prolonger l'effet et accroître les profits. C'est un composé relativement peu coûteux et facile à obtenir, donc il n'est pas possible que Gloria l'utilisait comme prévu à l'origine. Le troisième produit chimique s'appelait diméthylsulfoxide, qui est un solvant industriel et un dégraissant. Dans certains pays plus pauvres, il est également utilisé comme analgésique topique et il est souvent présent dans de nombreux patchs transdermiques en raison de sa capacité à augmenter l'absorption intradermique. Comme les autres produits chimiques trouvés, il est aussi inoffensif et non toxique. 3 produits chimiques inhabituels, dont aucun n'est toxique, et 2 d'entre eux sont utilisés dans la production de drogues illégales. Peu de temps après, le 29 avril, le coroner a officiellement clos l'affaire en déclarant que Gloria était décédée d'une dysrythmie cardiaque à la suite d'une insuffisance rénale causée par un cancer du col de l'utérus. Ils ont également déclaré que les rapports toxicologiques n'ont révélé aucune trace de toxines dangereuses, ni dans les échantillons prélevés sur Gloria, ni chez le personnel hospitalier qui avait été malade après avoir soigné Gloria. Quoi que ce fût qui avait affecté les gens avait complètement disparu. Après la clôture de l'affaire, l'État a publié un rapport concernant le personnel malade, que ce dernier a rejeté avec fureur. Le rapport affirmait qu'aucun membre du personnel n'avait réellement été malade et qu'ils avaient simplement souffert d'hystérie collective à cause de la nature inhabituelle de l'affaire. Nous reviendrons là-dessus dans un instant. La docteure Gorshinsky, en particulier, n'a pas bien réagi à ce rapport et a poursuivi l'État, son avocat déclarant que les professionnels de santé ne deviennent pas soudainement hystériques parce que quelqu'un fait une crise cardiaque. Elle s'est adressée à l'équipe du Centre de médecine légale et leur a demandé de réexaminer l'affaire car elle avait vraiment le sentiment qu'il y avait plus que cela, ayant subi de véritables blessures physiques qui ne pouvaient pas être expliquées par une hystérie collective. Le directeur adjoint a passé en revue les informations et examiné ce qui avait été fait auparavant, et il a conclu que le technicien précédent avait commis une erreur en lisant le chromatographe. Au départ, l'un des composés chimiques présents dans les échantillons de Gloria avait été identifié comme du diméthylsulfoxide, ou diméthylsulfoxide, alors qu'il s'agissait en réalité d'un composé très similaire appelé diméthylsulfone. Les deux sont presque identiques, mais le diméthylsulfoxide possède un atome d'oxygène, tandis que le diméthylsulfone en a 2. Après avoir examiné les résultats ensemble, le technicien d'origine a alors reconnu son erreur et a expliqué qu'il était plus familier avec le diméthylsulfoxide, ce qui a amené son cerveau à interpréter la chimie en ce sens. Comme le diméthylsulfoxide, le diméthylsulfone est également non toxique. Cette information était à la fois révélatrice et déroutante. Auparavant, l'hypothèse était que Gloria s'automédiquait pour soulager la douleur de son cancer avec du diméthylsulfoxide, ce qui expliquait l'aspect huileux de son corps ainsi que l'odeur d'ail, car on sait que le diméthylsulfoxide peut parfois donner un goût d'ail aux personnes lorsqu'il entre en contact avec leur peau. Cependant, il savait en fait désormais qu'elle n'avait pas de diméthylsulfoxide dans son organisme, mais un produit chimique presque identique appelé diméthylsulfone. Mais la diméthylsulfone ne provoque pas de goût d'ail, et même si c'était le cas, le personnel n'a pas signalé avoir ressenti un goût d'ail. Ils ont signalé avoir senti cette odeur dans sa bouche. Mais en mettant cela de côté, comment la diméthylsulfone s'est-elle retrouvée dans son organisme ? Contrairement au diméthylsulfoxide, ce n'est pas un analgésique topique, et il n'a actuellement aucun bénéfice médical connu. Il savait qu'un composé très similaire appelé sulfate de diméthyle est un produit chimique très dangereux,
ce qui pourrait expliquer presque tous les symptômes étranges ressentis par le personnel médical, et ils ont donc supposé que cela devait en être la cause, et ont décidé de découvrir comment cela avait pu se produire. Ils ont suggéré que peut-être le diméthylsulfoxyde que Gloria utilisait sur sa peau comme analgésique avait, d'une manière ou d'une autre, acquis un atome d'oxygène supplémentaire et était devenu du diméthylsulfone dans son organisme. Et que ce diméthylsulfone avait acquis quelques atomes de carbone et était devenu du sulfate de diméthyle, une neurotoxine extrêmement mortelle qui pourrait expliquer certains des symptômes ressentis par le personnel. Le problème était d'essayer d'expliquer comment cela s'était produit. Ils ont d'abord suggéré que peut-être Gloria utilisait une crème pour la peau à base de diméthylsulfoxyde et de phencyclidine, ce qui serait apparemment une manière courante de consommer la drogue phencyclidine. Cela expliquerait également la présence de nicotinamide dans son organisme. Mais ils ont rejeté cette hypothèse car il n'y avait aucune preuve d'antécédent de consommation de drogue, et cela serait également apparu à la fois sur le rapport toxicologique initial et sur les études chromatographiques qu'ils ont menées par la suite. À la place, ils ont suggéré que Gloria utilisait du diméthylsulfoxyde sur sa peau comme antidouleur, ce qui, selon eux, à tort, expliquait une peau grasse et une odeur d'ail. Lorsqu'elle s'est effondrée et a été prise en charge par l'ambulance, les ambulanciers lui ont administré de l'oxygène pur à travers un masque, ce qui, combiné au diméthylsulfoxyde présent dans son organisme, a créé le diméthylsulfone qu'ils ont retrouvé dans leurs échantillons. Le diméthylsulfone, à température ambiante, forme de petits cristaux opaques, ce qui explique également les molécules observées par les médecins lorsqu'ils ont prélevé son sang. Ils ont ensuite expliqué que le diméthylsulfone avait commencé à se décomposer dans son sang et à se lier aux atomes de carbone présents dans sa circulation sanguine, créant ainsi du diméthylsulfate. À l'intérieur du sang de Gloria, cette molécule serait instable en raison de la température de son sang et commencerait à se libérer sous forme de gaz, exposant ainsi le personnel environnant. Le seul problème avec cette hypothèse est que cette réaction chimique n'a jamais été observée auparavant, et de nombreux chimistes organiciens ont affirmé que cette réaction n'est même pas possible en dehors d'un environnement de laboratoire. Malgré cela, ils ont remis leur rapport officiel affirmant que ce processus était la cause de la réaction du personnel, et à la fois l'État et l'hôpital ont cessé d'enquêter sur l'affaire. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler ensuite. Eh bien, c'est l'histoire, toute l'histoire. Mais il y a beaucoup de questions sans réponse dans cette histoire. Et il y a 3 principales théories sur ce qui s'est réellement passé, mais à mon avis, aucune d'entre elles n'explique tout complètement, et aucune n'est exacte. J'ai une théorie que je pense explique tout de manière rationnelle et médicale. Mais avant d'en arriver là, examinons les 3 principales théories et essayons d'y trouver des failles. La première théorie est celle de la réaction impossible. C'était la théorie principale qui a été largement acceptée par tout le monde après coup. Je pense que les gars du labo ont fait du bon travail en élaborant une théorie qui explique à peu près tout. Elle explique l'odeur fruitée, l'étrange éclat gras sur le visage de la patiente. Elle explique tous les symptômes dont souffrait le personnel. Elle explique à peu près tout. Eh bien, jusqu'à ce que vous commenciez à regarder d'un peu plus près, commençons par les symptômes du personnel. Bien que la théorie du sulfate de diméthyle explique assez bien certains des symptômes, elle reste assez limitée. Pour commencer, le sulfate de diméthyle est un produit chimique très dangereux qui, en effet, provoque beaucoup de choses mais très désagréables et finit par entraîner la mort. C'est un produit chimique qui a en fait été proposé pour être utilisé dans la guerre chimique, c'est dire à quel point il est dangereux. Mais le premier symptôme d'exposition au sulfate de diméthyle, ce sont les larmes et la surproduction des glandes lacrymales, comme avec le gaz lacrymogène. En fait, c'est l'un des usages pour lesquels il avait été proposé. Mais aucun membre du personnel à l'hôpital n'a eu de larmes ni signalé avoir vu des larmes. Maintenant, je comprends que beaucoup de gens qui regardent, même moi au début, ont d'abord pensé que, au milieu de l'agitation, de l'excitation et de l'étrangeté de tout l'événement, peut-être qu'ils ont simplement oublié ce symptôme, ou peut-être qu'ils ne l'ont jamais remarqué, mais lorsqu'on est confronté à une toxine inconnue,
et l'exposition à une toxine inconnue, les symptômes sont tolérants, sont extrêmement importants, et l'ordre dans lequel les symptômes apparaissent est aussi extrêmement important, parce que les symptômes que vous ressentez et l'ordre dans lequel vous les ressentez indiquent à quelle toxine vous avez été exposé. Et donc cela vous indique comment la traiter. Et je n'arrive tout simplement pas à imaginer du personnel médical, professionnel, ignorer des symptômes très importants lorsqu'ils essaient d'identifier et de traiter une exposition toxique inconnue. Le docteur Ochoa, le médecin responsable, n'a jamais semblé dépassé par la situation. Il semblait toujours travailler dans un espace très calme. Donc, je ne peux vraiment pas imaginer qu'il aurait manqué ce symptôme en essayant de soigner des gens à ce moment-là. En plus d'avoir manqué un symptôme clé, le personnel a ressenti certains symptômes qui n'étaient tout simplement pas associés à une exposition au sulfate de diméthyle. Des choses comme vomissements, nausées, perte de conscience. Vous savez, j'ai consulté de multiples sources, des articles de recherche, des dossiers médicaux, tout ce qui concerne l'exposition au sulfate de diméthyle pour essayer de faire correspondre les symptômes avec ce qui a été rapporté dans ce cas, et ils n'apparaissaient jamais. Ils ne sont tout simplement pas associés à cela dans aucun autre cas d'exposition au sulfate de diméthyle, seulement dans ce cas particulier. Ensuite, il y a l'apparition des symptômes. Vous voyez, dans ce cas, le personnel a ressenti les premiers symptômes en quelques minutes après l'exposition. Mais littéralement, toutes les publications concernant l'exposition au sulfate de diméthyle indiquent que l'apparition des symptômes se situe entre 6 et 24 heures. Donc il n'y a tout simplement aucun moyen que le personnel ait été exposé à ce produit chimique, car il ne s'en serait pas rendu compte avant au moins 6 heures après l'exposition. Le personnel a donc déclaré avoir signalé une odeur fruitée ou d'ail provenant de la bouche du patient. Et les techniciens de laboratoire, eux, ont attribué cela à une exposition au diméthylsulfoxide qui se trouvait dans le système de Gloria. Donc, nous savons qu'elle avait utilisé ce produit chimique, ou quelque chose qui l'a produit. Mais le diméthylsulfoxide ne fait pas que les gens sentent, vous savez, une odeur fruitée ou d'ail. Cela leur fait ressentir ce goût quand leur peau entre en contact avec la crème. Maintenant, tout le personnel médical portait des gants, ils portaient, vous savez, la tenue médicale habituelle, donc ils n'auraient de toute façon pas eu de contact peau à peau avec la patiente. Il n'y a donc aucun moyen qu'ils aient pu entrer en contact avec cette crème, même si Gloria en avait mis partout sur son corps, ce qui semble improbable bien que possible. Donc encore une fois, c'est une autre chose qui va à l'encontre de l'idée que c'était un vous. Vous savez, la réaction chimique que ces gars du labo ont réellement décrite. Enfin, nous avons le produit chimique manquant. Donc si ce que disent les gars du labo est vrai et que Gloria utilisait de la crème de diméthylsulfoxide pour soulager sa douleur, qui a ensuite capté quelques atomes d'oxygène supplémentaires et est devenu du diméthylsulfone, et qu'à un moment donné, elle a réussi à capter des atomes de carbone et est devenue du diméthylsulfate. Où est-ce le diméthylsulfate ? Vous voyez, lors de tests approfondis, aucun diméthylsulfate n'a été détecté, ni dans le rapport toxicologique, ni dans les études au chromatographe en phase gazeuse. De plus, aucun membre du personnel, aucun des 24 membres du personnel n'avait ce produit chimique dans son organisme non plus. Donc, soit tout le monde a des reins surhumains, et ils peuvent éliminer ce produit chimique extrêmement rapidement, au point qu'il ne peut même plus être détecté, même pas à l'état de trace. Ou alors ce produit chimique n'était pas impliqué dans cette affaire. Je sais laquelle de ces options me paraît la plus probable. Donc, l'État a initialement proposé que Gloria soit décédée d'une insuffisance rénale, complication de son cancer, et que le personnel, en constatant les éléments étranges de l'affaire, l'odeur étrange, les cristaux dans le sang, la pellicule grasse sur le corps, la respiration inhabituelle, le personnel a réagi à cela et s'est évanoui. Et cela s'est lentement propagé comme une maladie parmi les membres du personnel. L'hystérie collective, ou trouble de conversion pour lui donner son nom psychologique correct, est une condition dans laquelle un conflit psychologique se transforme en un trouble physique. Essentiellement, l'esprit contrôle le corps. Un exemple de cela est lorsque des personnes dans une zone de guerre essaient de tirer avec leurs armes, mais n'y parviennent pas à cause d'un conflit psychologique qui est interne. Il n'y a rien de mal avec le bras. Le bras fonctionne parfaitement, mais le cerveau contrôle le bras et le paralyse.
Vous pouvez penser à la vieille situation du cerf figé dans les phares, où les gens se figent lorsqu'il se passe quelque chose de surprenant. C'est un autre exemple de trouble de conversion. Dans ce cas, l'État a soutenu que les médecins et les infirmières qui étaient témoins de ce cas étrange, vous savez, les cristaux dans le sang, l'odeur étrange, le sang malodorant, en ont été affectés. Surtout si l'on considère que la plupart du personnel, les médecins et les infirmières qui se sont évanouis, étaient des femmes, tout comme la patiente. Ils ont donc émis l'hypothèse que les médecins et les infirmières avaient simplement une connexion très empathique avec la patiente, d'autant plus qu'elle n'avait que 31 ans et qu'elle mourait d'un cancer du système reproducteur. Cela donne donc un certain poids à l'idée qu'ils éprouvaient peut-être beaucoup d'empathie pour la patiente. Cette théorie explique pourquoi personne de sulfate de diméthyle n'a été trouvé dans le système de Gloria. Cela explique pourquoi il n'a pas non plus été trouvé dans le système du personnel, parce qu'il n'y en a jamais eu. Ils n'ont jamais souffert d'une exposition à ce produit chimique toxique, vous savez. Ce qui donne du poids à cette théorie, c'est que le personnel qui s'est évanoui était composé uniquement de femmes, et le trouble de conversion, aussi sexiste que cela puisse paraître, touche plus les femmes que les hommes. Cela a été étudié d'innombrables fois en psychologie, et chaque fois, l'effet est plus prononcé chez les femmes que chez les hommes. Personne ne sait pourquoi il y a beaucoup de stigmatisation autour du terme hystérie, surtout en psychologie, et surtout quand il s'agit des femmes. Vous voyez, il y a longtemps, à l'époque de Sigmund Freud et avant, le diagnostic d'hystérie était exclusivement réservé aux femmes quand elles ne faisaient en compte pas ce que les hommes disaient. C'était une forme de sexisme médicalement diagnostiqué, si l'on peut dire. Donc, dans ce contexte, il est tout à fait compréhensible que tout le personnel féminin rejette vigoureusement ce diagnostic. Parce qu'en gros, on leur dit qu'elles ne sont pas assez fortes pour faire leur travail simplement parce qu'elles sont des femmes. Je comprends cela. Mais c'est un véritable trouble psychologique, et c'est un trouble qui touche réellement les femmes plus que les hommes. Et c'est quelque chose qui se produit à plusieurs reprises partout dans le monde, dans notre culture. Donc, il n'est pas impossible que cela ait aussi pu arriver. Environ la moitié du personnel qui s'est évanoui n'avait pas mangé ce jour-là, et en tant que personne ayant travaillé au bloc opératoire, vous savez, dans des environnements très sanglants, en tant que radiographe, j'ai vu de nombreuses occasions où des membres du personnel qui n'avaient pas mangé ce jour-là, même ceux qui étaient habitués à la vue du sang, s'évanouissaient parce que c'est simplement un effet secondaire du fait d'être debout tout le temps, de ne pas manger, puis de voir quelque chose de particulièrement marquant. Ça arrive à beaucoup de gens, même aux professionnels de santé. Cependant, là où cette théorie ne tient pas, c'est que le Dr Gorshinsky a souffert de véritables troubles physiques que le trouble de conversion ne peut tout simplement pas expliquer. La dernière théorie est la théorie la plus farfelue, celle qui est vraiment bizarre. C'est un peu une théorie du complot, alors il va falloir me suivre, mais je me suis dit qu'on pourrait aussi en parler parce que quelqu'un va forcément la mentionner, il y en a toujours un pour le faire. Donc cette théorie a été rapportée pour la première fois par le New Times Los Angeles, dont nous allons parler dans un instant. Ils ont rapporté que Gloria était la malheureuse victime d'un réseau secret de trafic de drogue. Ils ont dit que ce qui se passait, c'est que l'hôpital, ou du moins certains membres du personnel de l'hôpital, aidaient des gangs locaux de trafiquants de drogue à faire sortir des précurseurs pour la fabrication de méthamphétamine. Et qu'ils le faisaient dans des poches de perfusion, et lorsque Gloria a été admise, elle a été accidentellement injectée avec l'une de ses poches, ce qui a provoqué l'odeur d'ammoniac, car les précurseurs sentent l'ammoniac. Lorsque l'hôpital a découvert ce qui s'était passé, il a alors essayé d'étouffer l'affaire, a réduit tout le monde au silence et a inventé cette histoire de médecin hystérique comme moyen de détourner l'attention et d'empêcher une enquête. Cette théorie repose en grande partie sur 3 éléments d'information. Le premier, c'est qu'il y avait une odeur d'ammoniac. Le deuxième élément, c'est qu'à cette époque précise de l'histoire, cet endroit particulier en Amérique était l'un des plus grands points de distribution de méthamphétamine de tout le pays. Et le troisième élément d'information, c'est qu'elle avait dans son sang une partie de ce précurseur, la nicotinamide. En ignorant le fait que, pour que cette théorie tienne, des centaines de personnes sans lien entre elles devraient garder un secret chaque jour pour le reste de leur vie. Sans aucune motivation quelconque, en ignorant cela, cette théorie présente tout de même quelques très gros problèmes.
Le premier, c'est qu'il n'y a absolument aucune preuve que tout cela se soit jamais produit. Il n'y a aucune preuve de l'existence de sacs secrets de drogue. Il n'y a aucune preuve de faute professionnelle de la part des médecins ou quoi que ce soit de ce genre. Deuxièmement, la nicotinamide est un complément en vente libre, très largement disponible. Vous pouvez l'acheter dans n'importe quelle pharmacie, vous pouvez l'acheter dans n'importe quel magasin d'aliments naturels, c'est très facile à obtenir. Alors pourquoi un réseau professionnel de trafic de drogue s'embêterait-il à essayer de la faire entrer et sortir des hôpitaux, où ils sont fortement surveillés et risqueraient de se faire prendre, alors qu'ils pourraient simplement l'acheter dans n'importe quel magasin d'aliments naturels ou pharmacie sans éveiller le moindre soupçon? Ça n'a tout simplement aucun sens. Enfin, la source de cette information était le New Times Los Angeles, un journal aujourd'hui disparu, qui en gros n'était pas un grand quotidien, ce n'était pas comme le Washington Post, c'était plutôt comme le National Enquirer. C'était essentiellement un magazine à potins. L'équivalent de votre théoricien du complot moyen sur YouTube qui débite des théories farfelues sur des hommes lézards contrôlant le pétrole américain. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je ne peux que supposer que ce que vous cherchez dans cette affaire, c'est un peu de clôture, une réponse. Et je pense avoir une réponse qui explique tout. Et pour être honnête, je suis assez surpris que les autorités et les enquêteurs n'aient pas trouvé cette réponse bien plus tôt, parce que c'est vraiment assez simple une fois qu'on sait ce que c'est. Maintenant, il y a quelques informations importantes à retenir dans cette affaire. La première concerne la cause du décès, qui a été rapportée comme une insuffisance rénale, complication d'un cancer. Il a également été noté lors de l'autopsie qu'elle avait une obstruction des voies urinaires. Cela va devenir plus évident dans une minute pourquoi c'est important. Donc quand les reins cessent de fonctionner, il y a une accumulation de déchets dans le sang. Toutes sortes de choses s'accumulent dans le sang parce que le corps ne peut pas s'en débarrasser. Deux de ces choses sont les cétones et l'ammoniac. Maintenant, toute personne qui a déjà essayé un régime riche en graisse et pauvre en glucides saura exactement de quoi je parle ici. Quand vous avez un taux élevé de cétones dans votre organisme, non seulement votre peau devient plus grasse que la normale, parfois lui donnant un aspect brillant, comme dans le cas de Gloria, mais vous obtenez aussi une odeur très forte, fruitée, un peu aillée, qui vient de votre bouche, ce sont les cétones, c'est l'odeur des cétones. Donc quand vous avez une accumulation de cétones dans votre organisme, l'un des moyens par lesquels votre corps se débarrasse des cétones, c'est par votre souffle, ce qui lui donne une odeur de fruits ou d'ail. Maintenant, cela explique complètement tous les mystères entourant la mort de Gloria. Cela n'explique pas les choses concernant le personnel, mais nous y reviendrons. Cela explique bien tout ce qui concerne la mort de Gloria. Vous voyez, avec ses reins qui ne fonctionnaient tant plus, je pense qu'elle est entrée dans un état de cétose acidocétosique. Les symptômes de l'acidocétose comprennent la douleur, la faiblesse et une respiration irrégulière, toutes des choses dont Gloria souffrait. Cela explique tout concernant la mort de Gloria et son état. Vous savez, cela explique même en quelque sorte les particules que les médecins ont observées dans son sang, parce que si ses reins et son système urinaire ne pouvaient pas éliminer toutes ces substances, alors une chose qui arrive à l'ammoniac lorsqu'il s'accumule, c'est qu'il commence à se solidifier en cristaux légèrement blanchâtres, ce qu'ils ont pu observer dans le sang. Je pense que l'État avait partiellement raison dans son analyse initiale. Je pense que tous les membres du personnel qui ont suivi l'infirmière Kane et le docteur Gorshansky souffraient d'un trouble de conversion, à la suite d'avoir vu les conditions étranges de ce cas et d'avoir vu 2 membres du personnel supérieur s'évanouir. Vous savez, un argument à l'appui de cela est qu'elles étaient donc pour la plupart des femmes. La plupart d'entre elles avaient de la viande et autre chose, donc je pense qu'il y a du poids dans cette théorie, du moins pour celle-là. Maintenant, pour l'infirmière Kane et le docteur Gorshansky, je pense que c'est un peu différent et je pense qu'ils avaient raison dès le début avec ce qu'ils ont dit, l'ammoniac. Ils ont tous les deux signalé avoir senti l'odeur d'ammoniac. Ils ont tous les deux signalé une sensation de brûlure au visage. Voici ce que je propose. Si Gloria avait autant d'ammoniac accumulé dans son sang à cause de sa condition, lorsqu'ils ont prélevé du sang, peut-être qu'une partie de cet ammoniac aurait pu être libérée. Regardons et comparons les symptômes du docteur Gorshansky et de l'infirmière Kane avec ceux de l'exposition à l'ammoniac. Donc nous avons une sensation de brûlure au visage, des nausées, de la confusion, une perte de fonction multiple, une respiration irrégulière, des étourdissements, une perte de conscience, des difficultés respiratoires de prolongée, une hépatite, une pancréatite et une nécrose vasculaire.
À l'exception des 3 derniers, ces symptômes correspondent assez bien à une exposition à l'ammoniac, donc cela pourrait expliquer que les 3 derniers symptômes du docteur Gorshinsky ne sont pas des choses qui peuvent être expliquées par une quelconque théorie. La pancréatite, l'hépatite et la nécrose vasculaire ne correspondent pas aux symptômes des autres causes que nous avons évoquées. Ce que je pense être bien plus probable, c'est que le docteur Gorshinsky avait une condition médicale sous-jacente qui n'avait pas été diagnostiquée. Elle n'en avait pas connaissance, et personne d'autre non plus, et ils ne l'ont découverte que parce qu'il l'a testée pour une exposition toxique. Cela me paraît bien plus probable que l'idée que ces symptômes soient apparus soudainement, à la suite d'une exposition qui n'a jamais eu lieu, et qu'il se trouve aussi qu'il y ait des symptômes qui n'apparaissent jamais lors d'une exposition à ce produit chimique. Je pense que c'est simplement de la malchance qu'il soit apparu ce jour-là en particulier, peut-être causé par le stress des événements de la journée, je ne sais pas. Ou peut-être que si la journée s'était déroulée normalement, de façon totalement banale, elle aurait quand même souffert de ces choses. Mais je pense vraiment que c'est bien plus probable que ce qui a été proposé autrement. Donc pas de toxines mortelles, pas de dissimulation gouvernementale, pas de société douteuse, juste une femme très malchanceuse à qui le système de santé a fait défaut et qui malheureusement est décédée. C'est ma théorie sur cette affaire. Et vous, quelle est la vôtre ?